opérer le bureau est-il la garantie de le sauver? C'est une question qu'on va un peu poser au travers de 5 idées reçues qu'on a sur le coworking et le bureau opéré pour rassurer ou inquiéter investisseurs, utilisateurs, brokers. Pour en parler, j'appelle Clément Altaresco, CEO de Morning, Victor Caro, cofondateur et CEO de Comet Meeting, Guillaume Pellegrin, où sont-ils? Ils ne viennent pas. Président fondateur de Newton Office, et Benjamin Teboul, cofondateur de Deskeo. Merci de les applaudir. Bienvenue pour Question pour un champion. Vous allez un peu nous dire ce que vous pensez. Première idée reçue, on va aller tout de suite. Le bureau opéré, c'est juste une mode et comme toute mode, ça passera les enfants. Donc qui veut répondre à ça? C'est une mode ou c'est pas une mode? Tiens, celui qui est le mieux habillé, Clément. Merci Gaël, c'est sympa. Désolé les gars. Je pense que Mehdi a bien répondu à cette question au début. On est sur un marché qui est maintenant plutôt mûr. Et donc on n'est plus du tout sur une mode. Ça touche à peu près tout le monde, des petites boîtes aux grands groupes. Donc 25% du take-up, c'est quand même pas rien. Donc non, on est là pour tenir, pour rester là. Non, mais la question, c'est quoi les perspectives de croissance de ce marché, Victor? Oui. Alors déjà, moi je suis convaincu du fait qu'on passe d'un monde où le bail 369 ou 6912 était la panacée à un monde où la majeure partie des entreprises devra avoir accès à un millefeuille de, à minima, 3 types de contrats. Du bail très long terme et potentiellement plus long terme encore que par le passé, sur les surfaces dont on est sûr d'avoir besoin sur le temps long. D'ailleurs, il y a une étude de Knight Frank qui, pour le coup, il y a 3 semaines, mentionnait que le taux d'occupation moyen des bureaux est de 40%, avec des pics les mardis et les jeudis à plus de 80, voire plus de 90%. Et si on sait faire des maths, a priori, le reste du temps, c'est un petit peu plus dur. Donc déjà, se dire qu'on a besoin de bail sur une durée extrêmement longue, mais que pour les surfaces dont on a besoin, et avec en plus de ça, de la flexibilité à 2 mailles, à la maille de l'année, et ça c'est du coworking, du flex office, du bureau opéré, en se disant que c'est pour l'équipe projet entre New York, Singapour et Paris qui a besoin d'avoir des surfaces, mais on ne va pas prendre un bail 369, et ensuite de la flexibilité à la maille extrêmement court terme, à la maille de la journée, voire de l'heure, ça c'est plutôt la salle de réunion plus ou moins servicée, pour se dire que les jours où on a des pics particulièrement élevés, alors on va aller externaliser ce dont on a besoin les jours où tout le monde est là. Ce n'est pas des bureaux, c'est des salles de réunion. Donc moi, je suis convaincu que c'est là pour rester, mais qu'il faut être beaucoup plus smart désormais, nous tous, pas que vous, nous tous, en se disant qu'on a besoin de proposer ces 3 types de contrats. Mais la question, c'est est-ce que ça peut se substituer à l'immobilier de bureau traditionnel ou est-ce que ça grignotera des parts de marché au fur et à mesure et on se voit dans 20 ans, on est à 20% ou 25%. Enfin, dans 20 ans, pour moi, ça va être compliqué. Non, mais tout à l'heure, on plaisantait, on se disait qu'on allait présenter les sociétés respectives de chacun d'entre nous. Et merci d'avoir présenté le modèle de Newton, parce qu'en fait, on a nous, dans l'immeuble, et c'est pour ça qu'on s'appelle Newton Offices et pas coworking ou bureau opéré ou autre, c'est qu'au sein d'un même immeuble, on cumule justement ce bail dont on pourra parler, qui est vraiment le long terme, une offre pour des grands groupes aussi, pour qui on peut faire du sur-mesure, et c'est ce que vous faites également, messieurs, mais derrière du coworking et du service. Et en fait, quand ta question c'est est-ce que c'est une mode, en fait, est-ce que le bureau opéré est une mode? Moi, je ne pense pas qu'on fasse un bureau opéré ou du coworking ou autre. Je pense qu'on est peut-être un peu en avance sur ce que doit être le bureau aujourd'hui. En tout cas, pour une bonne part de marché, et les chiffres de Mehdi tout à l'heure étaient assez éloquents. Et qu'en fait, je pense qu'on fait de l'asset management, nous en tout cas, en ayant comme ça la totalité des métiers au sein d'un même immeuble, on fait tout simplement de l'asset management. Benjamin. Oui, pour compléter ce qu'ont dit mes camarades, nous, on est assez convaincus qu'on est quand même dans une révolution d'usage, que les utilisateurs veulent des choses assez différentes de ce qui pouvait leur être proposé par le marché traditionnel. Donc on a, on va dire, un petit peu débroussaillé cette industrie depuis maintenant une dizaine d'années. Là. On se disait que voilà, on était un peu les derniers survivants, mais que ça fait quelques temps qu'on est sur le terrain et on est assez convaincus, je pense communément, qu'on est, et j'espère avec la salle, qu'on est à un moment donné du marché où tout va dans la bonne direction. Je pense que les propriétaires ont besoin de réfléchir différemment leurs immeubles. Je pense que les utilisateurs veulent un produit différent. Je pense que nous sommes là pour essayer de réconcilier un petit peu les deux parties. Et par rapport au fait que les utilisateurs ont quand même pas mal de soucis, notamment face à l'incertitude dans laquelle on vit et qui est certainement amenée à durer dans les prochaines années, je vois très sincèrement aucune raison pour qu'au-delà du fait que ce
c'est pu avoir été une mode, ça ne devienne pas quelque chose qui prenne de plus en plus de parts de marché et qui séduisent de plus en plus d'entreprises qui n'étaient pas forcément des clients qu'on avait imaginés. Ça peut être un produit de crise? Ah mais moi en tout cas je suis assez convaincu que c'est un produit qui correspond à des moments d'incertitude, à la hausse comme à la baisse. Donc Là, on est au top, peut là, voir dans la que certitude. ouais, mais l'essor de nos activités respectives, je pense qu'il a été fait entre 2018 et 2020, donc avant le Covid, où on était plutôt dans une phase de grosse croissance avec énormément de financement, énormément d'argent qui était injecté dans les entreprises qui étaient clientes chez nous et qui voulaient de la flexibilité, qui voulaient du bureau opéré pour finalement pouvoir se concentrer sur leur activité sans avoir des contraintes de durée, avec ce manque de visibilité sur l'évolution à la hausse de leur croissance. Le Covid est arrivé, il a rebattu les cartes puisqu'on s'est retrouvé avec un phénomène du télétravail qui est arrivé et qui a aussi redistribué un petit peu les besoins en effectifs et les besoins en espace d'entreprises qui pensaient être stabilisés. Et là, aujourd'hui, on est dans une période où on est plutôt dans des phases de décroissance pour les entreprises, de moins en moins de visibilité, de moins en moins de financement. Et on est assez convaincu que le produit répond parfaitement à ce besoin. Gaël, si tu me permets, je pense que c'est faux désormais de parler de périodes de crise et de périodes qui ne soient pas des périodes de crise. On vit dans une ère de permacrise. Lorsque ce n'est pas la géopolitique, ce sont les taux. Lorsque ce ne sont pas les taux, c'est le commerce international. Je pense que c'est un produit, ce produit avec du bail très long terme et de la flexibilité plus ou moins court terme, c'est le produit qui permettra aux entreprises désormais de s'adapter à n'importe quelle phase dans laquelle on est. Mais ces phases d'incertitude, on les aura désormais toujours. Merci de nous rassurer. Je t'en prie. C'est très sympa. Mon côté politique. Deuxième idée reçue. Oui, Clément. Attends, Non, les gars, si vous faites une demi-heure sur chaque question, je suis mort. Moi, je vais me faire Juste pour découper. compléter, moi j'avais tendance à dire que c'était un produit contracyclique avant. Maintenant que le marché est beaucoup plus mûr, on subit quand même les crises de marché de façon, on va dire, par des vagues. Et donc, on est moins anti-crise qu'avant. Ça, c'est certain. C'est très intéressant. Ça. Deuxième idée reçue. Le bureau opéré, c'est viable uniquement dans les hypercentres, les quartiers branchés de Paris. Ailleurs, point de salut. Bon, Guillaume, une fois qu'on a franchi le périph', c'est pour ça que je vois des bobos parisiens arriver à Marseille. Alors, c'est pour ça que on a fait le produit qui leur correspond dans toutes les villes de région. Non, c'est en fait, je pense qu'il y a c'est une bonne question qui me fait marrer, qui pose la question de la localisation et une fois de plus de qu'est-ce qu'on fait. Je pense qu'on fait juste du bureau et qu'on ne fait pas de miracle. Et le bureau, bon, on n'a pas réinventé le bon critère pour ce qu'est un immeuble de bureau, un bon immeuble de bureau. Il faut qu'il soit bien placé. Et donc, en fait, on voit depuis probablement une accélération depuis la crise sanitaire d'une volonté de centralité du fait des moyens de transport qui sont privilégiés en mode doux, et c'est tant mieux. Et donc, il faut évidemment de la centralité. Et le côté branchouille, bon, là, je pense qu'on en sort un peu. On a un secteur qui devient plus mature, avec des positionnements qui se différencient, comme dans l'hôtellerie. Et moi, je nous compare très, très souvent au monde de l'hôtellerie, qui est une promesse d'expérience pour les clients. Et du fait d'avoir des opérateurs comme nous, un peu plus matures aujourd'hui, permet aux entreprises, grands groupes, TPE, PME et autres, de se positionner très clairement dans un environnement qui leur correspond. Messieurs, il y a un avenir en dehors de Paris où vous êtes massivement implantés? Alors nous, pour la première fois, on ouvre à Annecy début 26, donc on est ravis d'explorer les régions, comme on dit. Bienvenue. C'est gentil. En revanche, on y va à petits pas, parce que c'est vrai que notre modèle parisien, qui est quand même bien résistant, évidemment avec des loyers hauts et des prix hauts, pour l'instant, on a quand même du mal à le voir sur les régions. Donc on y va tranquillement, et je pense qu'il y a un modèle peut-être sans bail à imaginer sur les régions qui est pour nous plus intéressant. Sans aller jusqu'aux régions, on peut traverser le périphérique, aller de l'autre côté? Oui, nous, historiquement, le premier immeuble qu'on a, ou le deuxième immeuble qu'on a exploité en 2016, c'était à Levallois, donc Levallois-Perret en 92, et ça s'adressait finalement à une clientèle locale sur des espaces de bureaux qui étaient beaucoup plus petits que ceux qu'on propose aujourd'hui et avec un niveau de service qui était un peu moins important. Après, je pense que pour aller dans le sens de mes camarades, le loyer parisien, on va dire QCA, qui sont majoritairement les localisations dans lesquelles nous sommes, qui aussi entre, je ne vais pas me faire que des copains, mais entre 600 et 850 euros le mètre, peut permettre d'absorber un niveau de service
qu'il est peut-être difficile de justifier en termes de prix par rapport à des loyers qui peuvent être en région à Lyon à 250 ou 300 euros. Donc c'est, je pense, une question aussi de discernement. Et puis après, comme le disait Guillaume, on fait pas de magie. On est, je pense, aussi tributaire de la densité. On est aussi tributaire de la profondeur de marché. Et je pense qu'il y a des grandes villes françaises qui auront très certainement, peut-être en proportion de manière moins importante qu'à Paris, du bureau opéré, il y aura toute sa place, au même titre qu'en périphérie. Il y aura des villes peut-être où ça sera un peu plus différent, avec peut-être plus d'utilisateurs propriétaires et dans lesquels on n'a peut-être rien à faire, en tout cas pour le moment. Victor, Alors, deux éléments de réponse sur nos deux grands produits que sont Meetings, des lieux de réunion de séminaires d'événementiels comme ici, et Workplaces, qui est notre offre de bureaux opérés. Sur Meetings, les derniers actifs qu'on a ouverts sont dans le Lumière, à Bercy, enfin Bercy/Charenton, Cœur Défense, Levallois, Arboretum. Alors, je pense que ne pas être dans l'hypercentre de Paris, on sait ce que ça veut dire, et ce sont les actifs qui nous permettent de montrer qu'on crée des lieux de destination, qui nous permettent d'amener nos clients, peut-être pas n'importe où, mais en tout cas partout où on l'a décidé. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. À Arboretum, on a fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires dès la première année. Première réponse sur Meetings. Donc on peut créer des lieux de destination, et c'est facile de faire du bureau opéré en plein centre de Paris. On montre qu'on est capable de le faire en dehors. Et deuxièmement, sur notre activité Workplaces, on s'est dit qu'on voulait adresser un point central qui pose problème chez mes amis, chez les clients de mes amis à côté de moi, qui sont que généralement dans les coworking, on n'a pas assez de salles de réunion. Et c'est toujours le point de friction, l'un des premiers points de friction. Et donc on s'est dit qu'on allait créer une offre de coworking qui était fusionnée à l'un de nos grands actifs de salles de réunion. Et ce qu'on a montré, celui-là, on l'a fait à l'échelle à Bercy, dans le Lumière à nouveau, et on a montré qu'on était capable de concurrencer des sites de coworking qui étaient dans le centre de Paris et qu'on pouvait faire venir des clients à Bercy. Donc je pense qu'on peut montrer qu'avec la bonne offre de service et le bon rapport qualité-prix, on peut, oui, réussir à sortir de l'hypercentre. la troisième idée reçue, c'est celle-ci, le bureau opéré, c'est trop cher pour les ETI, les PME et la plupart des entreprises, alors qu'il se veut accessible aux jeunes et aux startups. Bon alors, Clément, c'est trop cher ou pas? Bien sûr. Non, il y a une offre de coworking à Paris qui va de 300 à 1500 euros du poste. Donc il y en a pour tout le monde, pour tous les types de boîtes. Évidemment, on ne va pas commencer à faire un calcul sur les charges, les taxes, le CAPEX, amorti, etc. Mais globalement, ce qui se dit, c'est qu'avant 3 ans d'engagement, c'est quand même beaucoup moins cher d'être en flexible. À partir de 3 ans, il y a un intérêt potentiellement à être en fixe, et après 6 ans, c'est plus intéressant d'avoir des bureaux, voilà. Donc en termes de prix. Moi, le vrai coût, je pense qu'il est plus sur la dynamique collective des entreprises. C'est-à-dire que quand une boîte vient chez nous, qui fait en moyenne 15 personnes, le coût, il est vraiment sur les salariés et leur capacité à bien bosser et être dans une bonne dynamique. Et c'est ça finalement qu'on offre. Je pense que c'est cet endroit privilégié pour que les salariés se sentent bien et aient envie de venir au boulot. Il y a un vrai sujet de retour au boulot, de plus en plus. Et revenir au boulot dans un espace avec des services, avec une ambiance, c'est quand même beaucoup plus facile pour les boîtes qu'être dans un petit bureau entre soi. Mais qui a les moyens de se payer le coworking? Tout le monde, en fait? Bien sûr, nous retrouvons les mêmes équilibres économiques ailleurs en France. Moins de 3 ans, il n'y a pas de débat en fait. Et ça pose vraiment la question de la transparence du prix, du coût par personne. On a une industrie habituée au bail 369, on a des locataires qui ont l'habitude de voir un loyer hors taxe hors charge et qui s'engagent sans vraiment connaître les futures charges qu'ils auront, sans vraiment connaître les coûts des travaux qu'ils auront, et ça marche depuis des décennies, donc c'est pas grave en soi. Mais nous, on arrive avec une proposition qui est hyper transparente. Tu as un coût global par personne, et à la fin du mois, tu sais très bien ce que tu vas payer. Et moi, en tant qu'entrepreneur, c'est pour ça que j'avais voulu le faire. Je pense qu'on aide les entreprises, les entrepreneurs de toute taille, pour se projeter et pas avoir la mauvaise surprise du hors forfait à la fin du mois. Et c'est ça qui change beaucoup de choses, qui du coup rend la commercialisation un peu nouvelle pour le secteur et pour nos amis agents. Mais en fait, quand tu sais cumuler le coût global, ce que peu de personnes font en réalité, tu te rends compte très très vite que tu es rarement plus cher dans le flex. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à moins de 3 ans, c'est imbattable. C'est quoi cette barrière de 3 ans? Non, mais enfin oui, en général, c'est ce qu'on dit de manière assez simple, c'est que moins de 3 ans, les amortissements sur des durées aussi courtes font que notre proposition de valeur, elle est souvent beaucoup plus efficace, puisque les clients qui vont dans des espaces comme les nôtres n'ont pas de CAPEX et de cash à sortir en s'installant. Donc ça, c'est pour en revenir sur la partie 3 ans. Après, moi, ce que j'aimerais soulever, c'est qu'en fait, on parle de bureau opéré trop cher. Est-ce que c'est la flexibilité qui est trop chère?
ou est-ce que c'est le manque d'efficience qui est trop cher? Juste pour remettre un petit peu dans le contexte, les bureaux en général, c'est le deuxième poste de coût pour les entreprises derrière les salariés. Je pense que ça choquerait beaucoup de monde, en tout cas de chefs d'entreprise présents, de se dire qu'on a une centaine de salariés, mais qu'il y en a 50 qui sont réellement utiles, mais qu'on continue d'en payer 100. Mais inconsciemment, j'ai l'impression qu'en fait, des utilisateurs qui vont devoir calibrer leurs besoins pour les prochaines années ont cette capacité de prendre 1000 mètres carrés là où ils ont besoin de 500 pour démarrer et de prendre un risque sur la moitié de ces surfaces, et qui ont potentiellement, pendant la durée de vie de leur bail, un monde dans lequel ils sont, où ils ont soit des locaux qui sont trop grands, donc en fait ils payent des surfaces qui sont inutilisables, inutilisées et qui n'ont aucune valeur ajoutée, et parfois des surfaces qui sont trop petites, et à ce moment-là, des phénomènes de double loyer. Donc en fait, c'est trop cher, ça dépend de la façon dont on le voit, mais ce qui est évident, c'est que sur les 3 premières années, ça ne l'est pas. Et l'efficacité et l'efficience que le bureau opéré propose pour les utilisateurs, je pense que dans la durée de vie d'une entreprise, on est bien plus gagnant à prendre ce type de produit. Et ce que j'entends, ce que je comprends, c'est un peu la chasse au gaspillage, quoi. On est là pour optimiser le besoin, et c'est plus facile de piloter du bureau opéré que du bureau classico-classique. Disons qu'il n'y a pas de... Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne valorise pas aussi, c'est la charge mentale qu'on retire à nos clients, à nos entreprises clientes, le fait de ne pas avoir la nécessité de recruter des gens pour opérer les bureaux, parce que c'est quand même quelque chose de très chronophage et de très intense. La visibilité qui était évoquée sur les charges, où nous-mêmes, on est clients de propriétaires, donc on sait très bien qu'il y a des choses qui peuvent évaluer de manière très, très, très importante et sans aucun contrôle, ni sans aucune possibilité pour nous de revenir dessus. Donc oui, bureau opéré, c'est quand même quelque chose de très efficace pour les utilisateurs. Peter. Mes camarades parlent du seuil de 3 ans, moi je parle d'un autre seuil qui est le seuil des 15 places. Alors, le seuil des 15 places, c'est de dire que des salles de réunion de plus de 10 à 15 places sont une hérésie dans nos entreprises, pour la plupart. Et d'ailleurs, je vois un certain nombre de directeurs immobiliers et l'environnement de travail ici qui ont fait cette observation ces dernières années avec des capteurs. Le problème, c'est que les salles de réunion sont de 2 types chez des corporates. Les petites salles de réunion, moins de 8 à 10 places, sont très bien utilisées pour des réunions très courtes. Les salles de réunion de plus de 10 à 15 places sont généralement extrêmement mal utilisées d'un point de vue binaire. La salle est-elle occupée ou non, mais surtout lorsqu'on creuse le vrai taux d'occupation, le taux de remplissage de la salle, alors là c'est catastrophique. Et ce qu'on voit sur quelques-uns des grands déménagements de grands utilisateurs récemment, c'est qu'ils ont dopé leur salle de réunion de petits gabarits, moins de 10 personnes, et qu'ils ont très fortement réduit le nombre de salles de plus de 10 à 15 personnes. Donc je pense que si on prend l'angle salle de réunion sur l'immobilier opéré, je peux avoir le même constat que mes camarades en disant qu'il y a un intérêt à garder celle de moins de 10 à 15 places, mais qu'au-delà, d'un point de vue charge mentale et avant tout d'un point de vue coût, ça n'a que très très peu de sens d'en garder, ou bien c'est d'un point de vue totémique pour avoir la salle du conseil qui va être utilisée une fois par mois vraiment bien. Oui, ou qui devient la cantoche un peu le midi des fois. Oui, mais donc c'est presque un argument politique. Mais en revanche, on pense qu'il y a et d'ailleurs c'est ce qu'on voit sur le marché, il y a une vague d'externalisation assez massive de ces espaces-là. 4e idée reçue, et on en vient au sujet de la commercialisation. Le bureau opéré, personne ne sait le vendre, alors que ça devrait être le jackpot pour les brokers. C'est vrai, puisque en fait, les opérateurs de coworking prennent à bail un certain nombre d'immeubles. Moi, je suis broker, c'est cool, je commercialise ça, et ensuite, je dois recommercialiser les surfaces que j'ai déjà commercialisées à mon client. C'est double jackpot. Et puis, si grosso modo, je vous ai suivi, au bout de 3 ans, il faut sortir, donc on renouvelle les clients. Ils devraient être vos premiers ambassadeurs, les brokers. C'est le cas pour certains. Effectivement, on travaille très bien avec les brokers. Et il y en a qui se sont bien structurés. Il y en a des spécialisés maintenant aussi sur les sujets opérés. Des noms. J'en ne citerai pas. Et donc, effectivement, ceux qui se sont bien mis sur le sujet bureau opéré, qui connaissent bien les immeubles, qui connaissent bien les marques et qui savent apporter un conseil à leurs clients pour, entre guillemets, nous l'apporter au bon endroit, au bon moment, ils fonctionnent très bien avec nous. Guillaume. Non, mais c'est vrai que ça a évolué heureusement, parce que la frustration que j'ai, moi, c'est quand je vois qu'il y a soit des réponses en bail classique, soit peut-être si vraiment on n'a pas trouvé, alors vous inquiétez pas, on l'a proposé quand même, mais ils voulaient du bail à tout prix. Et en fait, ça ne correspond plus aux demandes de nos clients. Moi, je dis souvent, si on devait tout oublier ce qu'on connaît sur le bureau, et si demain on devait vraiment s'occuper des entreprises, pas du flux financier sur 6 ans ferme ou 9 ans ferme,
est-ce qu'on ferait un bail commercial sur 3 ans, 6 ans ou 9 ans? Non, probablement. Enfin, je veux bien discuter après l'événement, mais c'est quand même assez original quand on y pense, ce 3-6-9. Et puis à la fin aussi, Ça vient du commerce. Oui, C'est ça qui. mais à la fin, vous remettrez tout en place d'ailleurs. Et les capex que vous avez mis ne vous appartiendront plus, hein, ils m'appartiendront à moi. Et puis vous paierez les charges toutes. Vous ne les connaissez pas forcément, vous allez les payer. Donc heureusement, notre industrie s'appuie là-dessus et tout va bien. Mais quand on veut vraiment s'adapter à ce moment de permacrise, comme le dit Victor, il faut aussi savoir proposer autre chose et fonctionner un peu différemment. Enfin, la révision du décret de 53, j'en entends parler depuis que je suis journaliste dans l'immobilier. Et j'ai quelques années au compteur. Je ne suis pas sûr de voir la révision de ce décret un jour ou l'autre. Voilà, bon, en tout cas, on a bien un ajustement qui permet aux entreprises de Mais se développer. plus globalement, comment aujourd'hui on commercialise le bureau opéré et j'ai envie de dire aussi les espaces de réunion? Est-ce que finalement aujourd'hui c'est un tout autre marché que vous-même vous êtes en train de prendre en main ou alors vous passez par d'autres canaux de commercialisation? J'ai deux Ouais, réponses. après, Sur spécifiquement Comet, on est sur un marché qui est très peu intermédiaire, on commercialise en direct. C'est la force de la marque et la puissance du bouche à oreille et de la récurrence qui vont faire qu'on va commercialiser. On a 90% de notre chiffre d'affaires qu'on fait sur l'appel entrant. En revanche, moi je pense plus généralement, en prenant pas de recul sur cette question, que ceux qui devraient être les meilleurs pour vendre, ça devrait être les propriétaires. Moi, je crois fondamentalement, et Guillaume, je crois beaucoup à ton modèle aussi pour ça, je crois fondamentalement à la convergence entre opérateurs et propriétaires. On avait une discussion très bonne, Philippe Depoux, l'année dernière, ici, sur cette table ronde. Je crois fondamentalement au fait que ce sont les propriétaires qui, demain, devraient être les premiers à dire « Vous voulez 20 000 mètres carrés ? Attendez, je vais vous en louer 10 000, 12 000 peut-être, avec de la flexibilité sur le poste de travail, pour quelques mois, pour une année ou deux peut-être, et de la flexibilité sur la salle de réunion. » Pour moi, c'est aux propriétaires, c'est aux investisseurs de redevenir demain les vrais, ceux qui vraiment drivent la commercialisation en ayant cette approche beaucoup plus stratégique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de broker au milieu, mais je pense que ça ne doit pas empêcher l'investisseur de faire ce travail-là. Benjamin? Sur la partie broker, nous on commercialise en direct parce que un petit peu à l'image de mes camarades, on a une marque, donc on a des gens qui viennent naturellement. Sur la partie purement commercialisation broker, ce qu'il faudrait peut-être changer de leur côté, c'est la compréhension. Parce qu'il est toujours plus facile de vendre quelque chose qu'on comprend. Et depuis 10 ans qu'on est maintenant sur ce marché, on a toujours l'impression, alors soit que le bureau opéré vient en dernier recours des propositions qu'ils peuvent faire à leurs clients, sauf que maintenant, vous avez des acteurs spécialisés du bureau opéré, des brokers spécialisés du bureau opéré qui sont rentrés sur le marché et je pense qu'ils leur ont pris beaucoup de parts de marché. Donc ça les force un petit peu les grandes firmes de brokerage à se remettre au goût du jour là-dessus. Et après, c'est une question de pédagogie, c'est une question de compréhension, c'est une question de compréhension du produit, de s'intéresser au marché et de ne pas simplement réfléchir, j'ai 80 postes, est-ce que vous avez 80 postes dans le deuxième? Parce que ça dépend de ce que veut le client. Donc comprendre les besoins du client et comprendre ce que les opérateurs peuvent proposer. Enfin, ils sont pas totalement stupides, ces firmes de brokerage quand même, non? Disons que pour les petits utilisateurs, je pense que des brokers qui sont arrivés sur le marché ces dernières 3-4 années ont réussi à prendre énormément de parts de marché. Le problème qu'on a, nous, en tant qu'opérateurs, c'est sur les grands comptes. Quand vous avez des grands comptes qui sont avec des firmes de brokerage à l'échelle internationale, elles sont obligées de passer par ces firmes de brokerage. Et on parle de brokers, c'est une façon de les appeler. Moi, j'aime bien aussi les appeler conseils utilisateurs. Et pour revenir sur ce que disait Guillaume, entre autres, à quel moment on peut aujourd'hui ne pas proposer à des clients dans cet environnement incertain de pouvoir prendre des prestations de services sur des durées plus courtes et de les orienter quasiment uniquement ou principalement vers du bail traditionnel. Alors je comprends que les propriétaires peuvent mettre beaucoup de pression parce qu'il ne faut pas oublier que les propriétaires sont aussi les clients des brokers et qu'ils ont quand même un volume d'affaires avec eux qui est important. Mais je pense qu'en tant que conseil, c'est bien de pouvoir proposer des choses avec le bon discernement et la bonne compréhension. Clément, tu voulais ajouter quelque chose? Enfin, pour revenir vraiment au sujet, ce que disait Guillaume est, je pense, très important. À la fin, on a un client qui achète une expérience, qui achète une marque qui a développé une expérience et une proposition de valeur. Donc, la meilleure façon de commercialiser, c'est notre marque, c'est ce qu'on propose. Il faut prendre, je pense, le parallèle de l'hôtellerie, qui est quand même un marché qui a 20 ans d'avance sur nous. Aujourd'hui, on va chez Club Med, chez Hilton, et puis quand on ne sait pas sûr, on va passer sur Booking, et puis on va regarder ce qu'il y a de dispo, on va passer chez Ubique sur le bureau. Donc il y a un marché qui s'organise, mais à la fin, c'est l'expérience qu'on propose avec notre marque
c'est le bouche à oreille dans nos espaces. Il faut être orienté sur l'utilisateur, sur ce qu'il demande. Et c'est ça qui est fort chez nous, c'est qu'on les voit au quotidien, on voit leurs besoins. On voit une boîte qui tout d'un coup dit bah, moi je dois réduire de moitié, mais je vais prendre des badges rotatifs, je vais faire plus de salles de réunion. Donc, en fait, on est au contact des besoins des utilisateurs qui changent très vite. Depuis 10 ans, en fait, l'économie elle change très vite. Et donc c'est nous qui nous adaptons les mieux. Et donc c'est nous qui sommes les mieux à même de vendre les nouvelles solutions. Très clair. Je vous propose la dernière idée reçue. Il y en a plein d'idées reçues, mais la dernière que j'ai sélectionnée. Le bureau opéré fragilise la valeur des actifs. J'avais même mis au départ cannibalise les baux traditionnels, augmente le risque de vacances, génère de l'instabilité pour les revenus des propriétaires. Qui est anxiogène. Non, mais je rajoute une couche, puisque a priori on est en permacrise. C'est pourquoi les investisseurs n'en veulent pas. J'ai été frappé dans le slide qu'a présenté Mehdi sur les différents modèles économiques, et le contract management, en fait, il est quasi peanuts, en fait. Vous êtes, c'est très classico-classique, vous prenez à bail des surfaces et vous proposez une couche servicielle que vous refacturez au client final. Est-ce que le contract management, demain ou après-demain, peut remplacer, se substituer au bail commercial? Le vent tourne, le vent tourne. De plus en plus, on sent que les propriétaires sont ouverts à ces sujets-là. Ouais, mais c'est une petite brise ou c'est comme ça dépote? C'est pas une tempête, mais on est sur une petite brise qui souffle bien. Donc on le sent, on a vraiment je pense que les propriétaires commencent à voir l'intérêt, commencent à comprendre que, en fait, ils peuvent reprendre la maîtrise de leur bien avec un acteur qui vient l'opérer et qui vient créer de la valeur ensemble, en mode partenarial. Donc c'est ça je pense qu'on pousse tous. À un moment donné, on est finalement un partenaire du propriétaire. On crée de la valeur sur son immeuble, on crée quelque part un fonds de commerce, même si c'est un gros mot pour les propriétaires, mais c'est le cas. On a des clients. Donc il y a un vrai sujet de partenariat qui est en train de souffler, je pense, dans le marché. Guillaume, Benjamin, vous partagez cette opinion? Oui, et puis ça revient un peu à ta première question, est-ce que c'est une mode? Et en fait, évidemment non, parce que à la fin, est-ce que nous créons de la valeur pour nos clients, pour nos investisseurs, pour nos bailleurs? Est-ce qu'au sein d'un ensemble fini qui est un immeuble avec ses mètres carrés, on arrive à générer plus de valeur qu'avant avec le modèle du bail commercial et un empilement de baux commerciaux sur un grand hall de parties communes? Et si la réponse est oui, et la preuve c'est qu'on est là aujourd'hui, c'est qu'on arrive à créer cette valeur. Et donc derrière, on a notre système financier qui finance l'immobilier que l'on connaît bien, qui, on l'a vu, c'était 80% de bail commercial. Donc 80% de bail commercial, la question c'est, quand un investisseur regarde et pose un taux de rendement sur un immeuble loué par un de nous, est-ce qu'il met un markup? Est-ce qu'il trouve que l'immeuble doit être moins valorisé ou pas? Et donc ça pose la question de, est-ce que nous, on crée de la valeur? Est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que l'investisseur a la confiance que sur le 6 ans ferme d'un de nous quatre, ça va durer et il va avoir ses revenus? Et c'est ça. Et alors en effet, on peut plus se poser cette question sur le management contract, qui est, on l'a bien vu avec les chiffres du BIC, pour l'instant vraiment minoritaire, mais qui pose la question intéressante de cette brise qui souffle, c'est le partage du risque entre un bailleur et un preneur. Et là aussi, il y a 1000 réalités. On n'a pas que du QCA hyper labellisé qui se loue à 1200 balles. On a plein de réalités dans le monde du bureau. Parfois, c'est un peu plus dur. Voilà. Et parfois, tout le monde est content d'arriver à avoir cet opérateur un peu imaginatif qui met beaucoup d'énergie dans un immeuble pour créer cette valeur. Partage de la valeur, ça veut dire partage du risque, c'est partage de la valeur, in fine? Oui, partage du risque, c'est partage de la valeur. Après, moi, j'aurais pu faire le talk sur cette question parce que j'ai une grosse sensibilité au sujet immobilier et je pense que c'est un sujet qui est très intéressant et très profond. Mais pour faire le dernier parallèle sur l'hôtellerie, qui je pense sera parlant pour tout le monde, il y a une cinquantaine d'années, on avait à peu près 10% de contract management et 90% de baux dans l'hôtellerie. 50 ans plus tard, c'est inversé, c'est 90% de contract management, 10% de baux. Qu'est-ce qui s'est passé ces 50 dernières années? À l'époque, je pense qu'on avait une proposition hôtelière, alors moi j'étais pas né, mais où on allait chercher probablement un lit, une chambre et peut-être un petit déjeuner. 50 ans plus tard, quand vous allez à l'hôtel, vous allez vivre une expérience. Vous voulez un rooftop, vous voulez un restaurant, vous voulez un spa, vous voulez un fitness, vous voulez finalement un endroit qui vit
Et donc, c'est la création et donc c'est la montée en puissance d'exploitants hôteliers qui a très certainement fait en sorte que l'immobilier derrière s'est transformé en contract management. Donc, étant donné que dans le bureau aujourd'hui, on est assez convaincu que les utilisateurs cherchent une expérience, on a parlé d'instabilité, de manque de visibilité et de la notion de service, on voit très sincèrement aucune raison pour laquelle les choses n'évolueraient pas. Et pour aller sur la brise de Clément, moi je pense qu'on est dans une bonne tempête et très sincèrement, c'est peut-être pour nous un très bon moment parce que j'ai l'impression qu'il faut que le monde de l'immobilier soit un petit peu dos au mur pour aller vers le changement. Et là, j'ai l'impression que la situation fait qu'on est obligé de réfléchir différemment. Donc nous, on réfléchit déjà avec des propriétaires depuis 5-6 ans et on a à peu près 30% de nos surfaces qui sont en management contract pour revenir sur le slide de Mehdi qui faisait état de 7-8% sur le marché. Mais on est assez convaincu que c'est des choses qui vont continuer. Et après, il faudra trouver le bon équilibre économique pour valoriser ces immeubles, pour les expertiser, pour les financer, pour qu'ils puissent transacter, puisqu'on est tous aussi convaincus qu'il faut que la partie financière et économique derrière puisse suivre. Victor, le mot de la Pour fin. conclure, la tendance lourde, on la voit. Le premier management contract qu'on a signé, c'était en 2020. C'est cet actif. Celui-ci est en management contract. Vous voyez, c'est à peu près la même tête qu'un actif en bail. Et depuis, on a essayé de maximiser les actifs qu'on signait sous ce format-là. Parce qu'on est convaincu qu'étant donné que tous les loyers ne monteront pas à 1 200 € du mètre carré, que là où les investisseurs veulent chercher du surrendement, en fait, il faut aller le faire opérer et aller capter une partie de cette valeur. Mais je pense qu'il y a 2 conditions principales. Déjà, il faut avoir confiance dans l'opérateur. On voit bien que sur le marché, quand même, que tous les opérateurs ne sont pas dignes de confiance, ou en tout cas que beaucoup ont pu se casser le nez ces dernières années. Donc, avoir un opérateur qui sache opérer et qui sache le faire de façon pérenne, crucial. Et deuxièmement, être sur une activité qui permette de créer vraiment de la survaleur. Si vous créez 10% de survaleur, vous la partagez, ça ne donne rien. En revanche, il faut essayer d'aller vers des activités qui soient sensiblement plus génératrices pour que le partage de la valeur ait vraiment du sens pour tout le monde. Et donc oui, on y croit. Merci beaucoup, messieurs, pour ces analyses et ces convictions de marché. Savoir si vous avez répondu aux idées reçues. Je vais vous faire bosser un tout petit peu maintenant, parce que je vais vous demander de voter sur Slido. Alors, est-ce que je dois appuyer sur la zapette? Je ne sais plus. On me fait, je ne sais plus. Bon, appuyez pour moi. Oui, ça veut dire oui, ça? Ça veut dire oui. Non, ça veut dire que j'ai trop appuyé. Voilà. Vous allez sur slido.com. Vous avez le mot de passe #BigUp. Alors, attends, comment je fais, moi? Et l'idée, c'est savoir si vous avez été convaincu. Est-ce que pour vous, c'est un phénomène de mode? Je vous mets une petite musique. Je ne sais pas si vous reconnaissez. Et on regardera les résultats après. Et votez vous aussi, hein. Allez, Slido. Votez, votez, votez. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit comme truc? Big up. Vous le croyez que je suis le seul à pas réussir, moi? Ça marche super bien. Alors, bureau Perret, phénomène de mode. Bureau Perret, concept d'hypercentre. Jackpot pour les brokers. Branché, mais trop cher. Menace sur les valeurs. Est-ce qu'on peut voir les résultats ou on attend encore un peu? La musique, elle dure 35 minutes. Bon alors, phénomène de mode. Bon, bien joué, vous les avez convaincus. Bon, c'était facile ça, on est d'accord? On n'y était pas il y a quelques années, ouais, je suis d'accord. Deuxième réponse. Concept d'hypercentre. Ah, on a toujours un peu de mal à traverser le périphérique, nous. Je sais pas pourquoi. Tu sais que tu as des hypercentres en dehors du périph', hein? C'est pas vrai. Ouais, Où ça? Ah, pas compris. Troisième, jackpot pour les brokers. Non, ah zut.
Bon, je suis persuadé que ça peut être le jackpot pour les brokers. Je suis sûr qu'ils vont racheter les brokers qui sont bons dans le bureau Perret. Non, tu n'y crois pas? Oui, tu dis que ça a commencé. Hein. Ouais. Aux US. T'achètes les compétences. 4e question sur brancher mais trop cher. Ah, là, c'est indécis. Là, hein. Produit de bobo ou pas produit de bobo? Il y a des bobos à Marseille ou pas? En dehors des bobos parisiens. Non, sinon, c'est pas les mêmes. C'est pas... Des clichés, vraiment des clichés. Dernière question. Menace sur les valeurs. Ah, il y a quand même 30% qui sont à convaincre. Hein, J'espère qu'on n'a pas que 30% de propriétaires et qu'ils ont tous répondu ça. On aurait dû segmenter. Bon, bravo en tout cas, merci beaucoup. Et je vous propose qu'on passe, on peut les applaudir et on passe à la prochaine session. Merci.